Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. L'actualité politique du Bénin, du Sénégal et celle sportive consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations édition 2023 et sans oublier le baromètre de la semaine sont au cœur de votre émission Les grandes contradictions pour le compte du vendredi 16 février 2024. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir à tous et bienvenue. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau pour l'exercice hebdomadaire. Bas Gaspard Adjamossi, bonsoir. Latifat Koyenou, bonsoir, nous y sommes vraiment. En tout cas, Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Latifat, bonsoir à tous les amis de Guérit TV. C'est un plaisir d'être à nouveau en votre compagnie ce vendredi. Nous démarrons donc avec le premier sujet politique. Union progressiste, le renouveau, guerre lavée entre SUP et SPRD. Bas Gaspard Adjamossi, la guerre a commencé. Après le mariage. Oui, bon, la guerre n'est pas déjà une guerre entre ex-UP ou ex-PRD, c'est entre certains militants des deux formations politiques, parce que la guerre n'est pas complètement déclarée entre les ex-deux partis politiques. Ce qui est sûr, il y a des problèmes qui se posent déjà entre des militants des deux formations politiques, notamment de façon plus ou moins déclarée dans le littoral, où j'ai lu une déclaration de certains PRD qui fustigeaient un certain nombre de choses. Maintenant, si entre le président, l'ex-président du PRD, Adrien Ngwedji, et l'actuel président du parti Union Progressiste, ou même Union Progressiste Le Renouveau, ou même l'ancien président de l'ex-UP Le Renouveau, si entre les deux, ce n'est pas encore la guerre déclarée, nous osons espérer que on n'en serait pas à une guerre ou à une cassure complètement du parti Union Progressiste, Le Renouveau. Mais n'oublions pas que ça rappelle la sortie fracassante de l'ex-UDBN, de l'alliance créée avec le bloc républicain. Est-ce que nous en serons là? On n'en sait encore rien. De toutes les façons, vous savez, nous sommes en politique et en politique, on dit souvent que deux droites parallèles peuvent se rencontrer et également deux droites perpendiculaires peuvent certainement se séparer. Est-ce qu'on en serait au divorce définitif? On n'en sait rien. De toutes les façons, il y a un leader de toute la famille de la mouvance présidentielle et j'imagine qu'avant qu'on aille vers la cassure, il va essayer de raccoler les morceaux. Achille Wusso, la guerre a commencé entre certains militants du PRD, du SPRD et SUP. Est-ce que bientôt il y aura le divorce? Bas Gaspard Adjamossi n'est pas encore certain, mais avec vous, comment voyez-vous la vie? En tout cas, je crois que les inquiétudes qui sont nourries actuellement peuvent faire penser que le mariage ne va pas trop durer. Je crois. Et j'ai peur pour ce qui a été annoncé parce que, contrairement à Bas Gaspard Adjamossi, je crois que les informations qui ont circulé sur la toile, j'allais dire, viennent de grands responsables. Donc de cette alliance-là, ou d'une de ces anciennes formations politiques, pour ne pas nommer le Parti du Renouveau démocratique, qui pensent que ces militants ne sont pas à l'aise et par rapport à ça, voudraient donc qu'il y ait une distance dans la gestion des affaires courantes donc de cette alliance UP Le Renouveau dans cette partie de notre pays. Et quand ça commence déjà comme ça, ça peut s'étendre. Et malheureusement, bon, écoutez, c'est mon analyse. Je voudrais faire voir que le PRD n'est pas à son premier essai. Nous avons déjà vu le PRD fusionner avec le parti
du bloc républicain et par la suite, le PRD a pris cette distance. Le mariage n'avait pas trop duré. Et aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que malheureusement, cela revient encore de plus belle sur la place. Et bon, c'est du fait de qui? Est-ce que c'est du fait donc des nouveaux responsables? Ou, en fait, est-ce que c'est du fait de ce que les deux partis n'ont pas vraiment pris le temps de cuisiner la fusion, parce que nous savons comment ça s'est passé. C'est en 48 heures, 72 heures que nous avons vu tenir ce congrès-là qui a amené les deux partis à fusionner. Donc, et malheureusement, à la base, des problèmes se posent. Et on ne doit pas oublier que la bonne santé d'un parti politique, d'une formation politique, c'est d'abord et au niveau donc des bases, au niveau des militants qu'il faut savoir. Nous avons vu tout ce qui s'est passé pendant les dernières élections législatives, où à Porte-Nouveau, on a constaté, bon, pour dire Porte-Nouveau, et pour ne pas dire la 19e circonscription électorale, nous avons constaté que le PRD n'a pas pu apporter vraiment grand-chose à cette alliance, et cela déjà faisait des grincements dedans. Et les positionnements aussi, pour ces élections, je crois que les anciens UP qui pensaient donc cueillir les fruits de tout leur investissement pendant les 2 ou 3 ans de l'existence de leur parti politique, qui devrait se retrouver positionné donc en tête de liste ou bien positionné quand même sur les listes pour ces élections-là, avait joué pratiquement les seconds rôles. Et par rapport à ça, on devait s'attendre que ce qui se passe maintenant revienne. Mais malheureusement, ce qui est dommage et ce qui ne se comprend pas, c'est qu'après une fusion, on ne devait plus parler de SPRD, de SUP, et on est allé même jusqu'à désormais garder un siège pour cette alliance. Et le siège du Parti du Renouveau démocratique a pratiquement disparu. Le logo a pratiquement disparu. Sinon, avec la fusion, nous avons vu un nouveau logo qui prend les deux, qu'on appelle en compte les logos des deux partis. Et lorsque c'est comme ça, on pouvait dire que le PRD n'existe plus ou ne devait plus continuer à réclamer une existence. Mais bon, j'ai bien écouté le développement de Gaspard tout à l'heure quand il a rappelé ce qui s'est passé entre l'UDBN entre l'UDBN, j'allais dire, et l'SUDBN et le bloc républicain, où à un moment donné, le parti, en fait, qui est allé donc se fondre dans la grande alliance, s'est retiré encore par la suite. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Mais si ça se passait comme ça, ce serait vraiment dommage pour le PRD, parce que le PRD serait donc dans un jeu où on dirait qu'il cherche à profiter des autres pour se hisser, pour se remettre en santé, et après, donc comme on suce l'orange et on jette la zeste, que c'est malheureusement ce que le PRD tenterait de faire. Merci à vous, Achille Oussou. Mas Gaspard Diamossi, avec les divorces après le mariage des partis politiques, est-ce qu'il ne faut pas repenser les projets de fusion des partis politiques? Oui, assurément, il faut les repenser. Mais je vous dis encore une fois qu'il n'y a pas eu de divorce encore entre les partis. Non, dans un parti politique, il y a eu toujours des mécontents. Quand vous prenez le bloc républicain, après le départ de l'ex-UDBN, devenu aujourd'hui Rassemblement National, il y a eu un coup de gueule de certains leaders, notamment Badamassi. Ça a amené presque à une crise où c'est le président de la République, Patrice Talon, qui a dû régler ces différends. Donc au sein d'une formation politique, que ce soit dans une formation où il y a eu fusion de partis politiques ou même dans un simple parti politique, il y a eu toujours des crises. Quand vous prenez le PRD même originel en tant que parti politique, je crois que certains sont partis du PRD sans qu'il y ait problème. Quand vous prenez l'UP même, l'UP originel, l'UP avant d'être de Djokbenou, l'UP de Bruno Amoussou, je crois que certains ont quitté l'UP pour aller au bloc républicain. Donc, je crois que c'est un phénomène normal. Nous en parlons de cette façon-là, on parle de divorce et autres là, parce qu'il y a une fusion entre le Parti du Renouveau démocratique et l'Union progressiste. Donc, aujourd'hui, en réalité, l'analyse, c'est parce qu'il y a les PRD originels et les autres que nous faisons ce débat-là. Sinon, actuellement, si on doit faire le débat, c'est qu'il y a le mécontentement de certains militants de l'UP Le Renouveau. Forcément, c'est des anciens PRD, ça attire un peu les attentions. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que
le PRD en tant que formation politique puisse se retirer de cette fusion pour dire qu'ils veulent reprendre leur autonomie. Et le mécontentement, c'est de ne pas être... Et quand je suis le développement de Achille, les positionnements, par exemple, dans la 19e circonscription, les mécontents, ce n'est pas les PRD. Les mécontents, c'est les anciens UP. Et ailleurs, les mécontents, justement, c'est les PRD. Donc, je crois que c'est dans une certaine conciliation qu'ils vont essayer de régler ces problèmes. Je crois que ces partis-là sont nés il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est ce qu'on appelle crise de croissance. Je crois que ça va se régler, à mon avis, sans forcément aller à la cassure. Mais si cassure, il doit y avoir, on va anticiper. Maintenant, vous avez dit de repenser les projets de fusion. Ça, c'est aux grands responsables qu'il faut peut-être le dire. Parce que parfois, les fusions, on a l'impression que c'est des fusions qu'on fait au forceps. C'est des fusions où on oblige les gens pratiquement à fusionner. Et quand c'est comme ça, il va sans dire que ça ne va pas faire long feu. Deuxième sujet politique de cette émission, une menace véritable sur l'intégrité physique de certains responsables plane, à ce qui paraît, sur le parti Les Démocrates. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait savoir au niveau de l'opinion publique. Moi, je ne sais pas ce qu'il en est réellement. On dit souvent, et c'est l'ancien chef de l'État, Père Mathieu Kérékou, qui le dit, qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Nous, on n'a pas enquêté sur ces éléments-là, histoire de dire si réellement il y a une menace sur l'intégrité physique de certains responsables du parti Les Démocrates. De toutes les façons, ce que nous, on peut dire, c'est que ce n'est pas dans la culture de notre pays que des opposants soient agressés, soient victimes de menaces ou même victimes d'assassinats. Je crois que c'est des faits rares dans notre culture, dans la culture politique béninoise. Maintenant, est-ce que les responsables du parti, les démocrates, essaient de se victimiser? Je n'en sais également rien. On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce parce qu'ils ont trouvé une fumée quelque part qu'ils crient déjà à l'incendie? Je n'en sais rien. De toutes les façons, je crois qu'il y a eu la réponse de l'autre côté où on a parlé de victimisation, on a évoqué aussi d'autres faits. C'est peut-être la suite des événements qui va nous renseigner les uns et les autres. Mais moi, j'estime qu'il faut éviter de mettre de l'huile sur le feu. Je ne sais pas les faits qui les ont amenés à faire de telles déclarations que je trouve suffisamment graves. Mais j'estime que sur des petites choses, il faut éviter. Il y a un ex-opposant qui est aujourd'hui en exil qui criait à la menace à tout va, qui voyait des fantômes derrière sa fenêtre, qui voyait en un voisin un agent de renseignement qui le traquait. Bon, finalement, cela coule douce en Europe. J'estime que ce n'est pas une victimisation, n'est-ce pas, pour chercher à se la couler douce quelque part. Avant de revenir vers vous, Mas Gaspard Diamossi, selon vous, est-ce qu'il s'agit d'une victimisation? Je voudrais que nous fassions un peu attention au contenu du communiqué. Parce que je crois que, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, les informations sont si graves. En fait, la nature même de ce que nous disons là, c'est tellement sérieux que on devrait faire attention par rapport à ce qui est dit. On devrait donner des informations beaucoup plus fiables et beaucoup plus rassurantes. Et par rapport à ça, je crois que lorsque vous voyez le communiqué, le ton dans lequel c'est écrit, le style qui a été choisi, le temps qui a été choisi, parce que quand on nous met dans le conditionnel, je crois que c'est suffisamment grave. On parle donc d'un contrôle injustifié des comptes de certains responsables. On parle donc des menaces d'orchestration, donc de tentatives d'assassinat. Je crois qu'on devrait prendre le temps d'avoir les preuves suffisantes qui permettent donc de montrer effectivement qu'il y a danger dans la République. Parce que ce qu'on annonce là, c'est contre la République, c'est contre la survie de l'État. Il s'agit quand même d'un ancien président de la République. Au-delà donc des autres responsables qu'on n'a pas précisés, on a quand même le communiqué à préciser qu'il s'agit de l'ancien président de la République, actuel président donc du parti de l'opposition radicale au régime en place. Et donc par rapport à ça, moi je voudrais d'abord interpeller les responsables du parti pour leur dire que est-ce que il n'est pas important qu'ils fassent des compléments d'information afin d'aider la police à jouer convenablement son rôle pour que tout le monde soit tranquille. Parce que là, on a fait peur à tout le peuple béninois et non à un camp politique. Je crois que ce qui me fait un peu mal, c'est qu'on a attendu
que le président du parti, les démocrates, fasse le tour pratiquement de tout le pays. La semaine dernière, il était dans le plateau, il a été dans l'Ouémé, il a été dans les collines, il a été dans le Septentrion, il a fait pratiquement le tour du pays. Et c'est à la fin maintenant qu'on annonce qu'il y a des tentatives d'assassinat. Bon, lorsque je mets les deux analyses bout à bout, je me demande si ce n'est pas vraiment une victimisation. Mais je crois que nous sommes dans un pays de droit et les institutions devant jouer convenablement leur rôle. S'il faut même une autosaisine, moi je pense qu'il va falloir le faire pour nous rassurer, pour rassurer vraiment le peuple béninois et pour éviter donc que de telles choses se répètent. Il va falloir qu'on mette chacun face à sa responsabilité. Il n'y a pas longtemps, on a parlé donc d'une tentative d'assassinat de M. Galéou Sogo. C'est encore là, on n'a pas fini donc de vider ce dossier-là jusque-là. Et aujourd'hui, c'est sur un ancien président que cela retombe. Il va falloir que la République prenne vraiment ses responsabilités et qu'on nous situe par rapport à ce qui se passe. Autre sujet dans votre émission, les grandes contradictions. Nous faisons à présent un tour au Parlement. Supposée retraite forcée de certains membres du personnel de l'Assemblée nationale, l'institution des membres. Mas Gaspard Diamoussi, en tant que président des journalistes parlementaires. Soit dit en passant, nous ne sommes pas du personnel. Donc, non, ce qu'il faut déjà préciser, c'est que chat échaudé, il doit craindre l'eau froide. J'imagine la peur qui s'est emparée du personnel parlementaire à l'annonce de ces rumeurs-là. Je crois que c'est de bon ton. Vous savez, il y a quelques jours, des gens ont dormi, fonctionnaires, se sont retrouvés le lendemain retraités. Et donc, c'est de nature à inquiéter. Et je ne sais pas celui qui a tenté de répandre cette peur-là au niveau des fonctionnaires parlementaires en évoquant déjà des menaces de mise à la retraite d'office de certains cadres ou personnels de l'administration parlementaire et pour mettre fin, n'est-ce pas, à cette psychose qui est en train de s'emparer du personnel. Je crois qu'un communiqué des responsables de l'Assemblée nationale est venu clarifier la situation. On fait foi à ce communiqué-là et on reste tranquille et nous restons rassurés comme le fonctionnaire parlementaire qui n'aura pas de retraite d'office ou forcée à l'Assemblée nationale. Agile Boussou, il y avait vraiment de quoi rassurer le personnel. Non, mais je ne sais pas pourquoi le personnel a pris peur, parce qu'il y a des tests qui régissent certainement le fonctionnaire parlementaire béninois. Comme l'administration générale aussi. En tant que membres donc d'une institution où les lois sont votées, je crois qu'ils sont les premiers à être informés de ce qui se passe. Mais moi, il y a quelque chose quand même qui a retenu mon attention dans ce communiqué-là. Oui. Qu'on parle donc de mise à la retraite de 137 agents de l'Assemblée nationale. Je me demande enfin, l'institution en compte combien? Et donc, est-ce que... Il y en a autant. Ah, mais c'est là le problème. Est-ce que, en le faisant, est-ce qu'ils se protègent? Est-ce qu'ils se protègent? Parce que, pour une institution comme l'Assemblée nationale, je me demande si on a besoin d'autant de gens pour faire le travail. Je ne sais pas. Mais en fait, c'est le boulot, hein. Ce n'est pas pour faire planer une menace donc, sur l'emploi des gens. Mais je crois quand même qu'il va falloir que le personnel commence donc par faire attention sur certaines choses. Je crois que l'information pouvait être gérée à l'interne et ne pas laisser fuser, parce que quand vous attirez l'attention des gens sur vous, vous finissez par leur donner des idées. Il y a une commune de la place qui comptait beaucoup d'agents au moment où un maire devait partir, et ça fait le tollé sur la toile. Et donc je crois que ce qui a été fait au Parlement, si les responsables pensent que on a besoin de tous ces agents-là pour faire le travail, c'est tant mieux, c'est des Béninois. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Et je crois que lorsque vous donnez du travail, de l'emploi à quelqu'un, c'est beaucoup de personnes derrière. Et donc, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale est venu parler et a rassuré qu'il n'y a même pas un tel projet. Et je crois que cette sortie va
rassurer le personnel qui va se mettre au travail pour mériter effectivement donc l'emploi que chacun occupe au niveau de l'institution. Gaspard Diamossi Achille soit ouvert un autre volet du sujet. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de personnel? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas de l'administration parlementaire. Il y a un chef de l'administration, il y a un président de l'Assemblée nationale, il y a eu des présidents de l'Assemblée nationale. J'imagine que s'il y a un certain nombre de personnel, c'est qu'il y a le besoin se fait sentir. Maintenant, lui, il se base sur le chiffre 137, qui n'est pas un chiffre de l'Assemblée nationale, mais qui est un chiffre évoqué dans les rumeurs. Et ce chiffre ne dit pas que le personnel, c'est 137, c'est moins de 137 ou c'est plus de 137. Donc moi, je ne voudrais pas épiloguer par rapport à ce chiffre. Nous passons à présent à l'actualité sportive. CAN Côte d'Ivoire 2023. Qui supportait la Côte d'Ivoire? Mais c'était moi. Ah oh là là, il est là. Donc, je vais retourner rapidement vers vous, Achille Oussou. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont remporté la compétition malgré le débâcle face à la Guinée équatoriale. Vraiment, malgré cette mauvaise entrée dans la compétition, on va dire, parce que la Côte d'Ivoire a été sauvée manu militari avec 3 points et à l'arrivée après les matchs de poule, grâce donc au Maroc, dont le drapeau a été vraiment agité à la fin donc de la compétition par le capitaine de la formation ivoirienne. Et je crois que pour avoir réussi à lever ce défi, on doit tirer un coup de chapeau, aussi bien à l'entraîneur adjoint dont la peau n'a pas été vendue trop cher au départ parce qu'on voulait Hervé Renard pour venir remplacer l'ancien sélectionneur. Et donc, il a fait le job. Et aussi les joueurs, surtout les jeunes à qui le nouvel entraîneur a fait confiance et qui sont venus montrer effectivement qu'ils méritaient d'être donc sur la liste. Et je crois qu'ensemble, il s'agit d'abord de leur tirer un coup de chapeau, de leur dresser les lauriers, mais aussi à toute la Fédération ivoirienne de football pour ce que chacun a pu faire pour que le résultat soit atteint. Ça veut dire quoi? À cœur vaillant, comme on le dit, rien d'impossible. Comme le dit le président béninois. Oui, mais l'impossible n'est même pas aussi béninois parce que j'ai entendu un peu de critique sur la toile après l'annonce du président Patrice Talon que comme quoi le Bénin prochainement va aussi gagner la coupe. Bon, les gens ne sont pas convaincus, mais je crois quand même que lorsqu'on va mettre du cœur, lorsque chacun va mettre de la détermination, on peut vraiment arriver. Le Bénin peut faire aussi une pareille merveille aux prochaines CAN. Bon, pour ne pas dire 2025, mais aux prochaines CAN. Gaspard Diamossi, les champions d'Afrique ont donné une vraie leçon de vie à travers cette CAN. Tout à fait. Je vais commencer par là où Achille a fini. Impossible n'est certainement pas béninois, mais pour l'instant incapable béninois parce que nous n'avons pas été capables de nous qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est une véritable leçon parce que les Ivoiriens sont mal partis dans la compétition. Déjà parce que ils ont perdu 2 matchs, ils n'en ont gagné qu'un seul et tout le monde les donnait perdants, c'est-à-dire éliminés. Et par la force des choses, ils se sont qualifiés. Donc, ils ont pu se remonter le moral et remporter cette compétition. Je crois que c'est une vraie leçon pour dire que tant que vous avez un souffle de vie, il ne faut jamais désespérer. Et dans la vie, c'est une véritable leçon, comme je l'ai dit. Mais en plus, il faut saluer la quasi-parfaite organisation de cette compétition par la Côte d'Ivoire. Bon, il y a eu quelques problèmes, c'est vrai, par rapport à la billetterie, mais je crois que l'organisation a été parfaite, la compétition a été parfaite. Même si en finale, j'ai supporté les grands voisins de l'Est et que les Ivoiriens ont gagné, je dis félicitations aux Ivoiriens qui ont fait une belle compétition. Nous allons à présent au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a annulé la prorogation de mandat et le report de la présidentielle. La semaine dernière, on critiquait. Oui, c'est un camouflet, un gros camouflet pour Macky Sall, qui se croyait tout permis, qui a arrêté le processus électoral et qui a fait voter, même si on me dira que ce n'est pas lui, que c'est l'Assemblée nationale, qui a fait voter une prorogation de mandat jusqu'en décembre. Fort heureusement, il y a encore les institutions qui sont là et qui travaillent. Et donc le Conseil constitutionnel lui a rappelé qu'il n'a pas le droit d'arrêter le processus électoral et donc de faire proroger son mandat et qu'il doit tout faire pour rester dans la mesure de son mandat. Et je crois que je dirais tout simplement vive la démocratie. Et je dirais, je ferai un clin d'œil, un mauvais clin d'œil bien sûr à ceux qui ont envie de copier Macky Sall sur le continent. Qui aurait envie de copier Macky Sall? Je ne sais pas. Heureusement que c'est au conditionnel. Bon, en fait, ce que je pense de la question, c'est que c'est la coupe de la honte qui
qui a été donné à Macky de cette façon-là. Malheureusement, il a voulu donc être poussé à la porte de sortie, à la petite porte comme on le dit. Et je crois qu'il doit tirer le son donc, de ce qui arrive et donner pouvoir aux textes de la République. La volonté personnelle ne peut jamais triompher dans une République sur la volonté générale. Et donc par rapport à ça, je crois que le Conseil constitutionnel, étant l'organe suprême du pays, ayant parlé, tout le monde doit se plier. Et Macky Sall doit se presser maintenant, doit se hâter à organiser les élections dans la perspective de pacifier le peuple, dans la perspective donc de continuer au Sénégal de vivre encore et de vivre encore longtemps sa démocratie. Je reste toujours avec vous pour le baromètre de la semaine. Qui monte? Et qui monte, et je vais dire les Ivoiriens, la Fédération ivoirienne de football, l'équipe ivoirienne, le président de la Côte d'Ivoire, pour tout ce que nous avons vu dans l'organisation de la CAN, je crois que au-delà donc du caractère festif, c'était quand même aussi une notion d'organisation. Et tous les autres pays doivent prendre exemple peut-être sur la Côte d'Ivoire. Le Bénin doit rêver d'avoir aussi des stades comme ce que nous avons vu en Côte d'Ivoire, doit rêver d'avoir une équipe qui se donne de la détermination comme celle de la Côte d'Ivoire. Et je crois que nous avons vu... le soutien des supporters, parce que c'est ce qui nous manque apparemment. Non, le Béninois, je crois, en tout cas, ce que je sais du Béninois, lorsque c'est bon, le Béninois aime. Quand c'est mauvais, le Béninois rejette. Et c'est pourquoi les chanteurs congolais, quand ils veulent tester vraiment leur popularité, leur audience, ils font toujours un tour par le Bénin. Donc, je crois que le Béninois a la critique facile, mais il a l'appréciation des bonnes choses aussi faciles. Donc, quand ce sera bien, je crois que les Béninois vont abandonner leur poste téléviseur à la maison pour aller au stade, pousser le 11 national à la victoire. Et qui descend? Et qui descend, c'est Macky Sall avec ce que nous avons, la coupe de la honte. Vu. La coupe de la honte, vraiment. Mas Gaspard Adjamossi, qui descend? Et qui descend, moi je resterai au Bénin et je dirais les démocrates pour les raisons que tout le monde connaît. Et peut-être qu'ils ont voulu informer l'opinion par rapport à un certain sujet, mais ils ont malheureusement alarmé inutilement le peuple. Je ne sais pas ce qu'ils ont de concret, mais j'estime que ce n'est pas évident de jeter l'opprobre sur tout un pays en sortant ce type de communiqué. Et qui monte? Et qui monte, je dirais comme Achille, que c'est la Côte d'Ivoire, mais pas le président de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un comité d'organisation. Il faut éviter de faire porter le chapeau parce que lui, il a inauguré seulement les chrysanthèmes, comme on dit, c'est-à-dire il s'est attiré les honneurs. Mais il y a des gens qui sont allés au charbon, qui ont organisé. C'est vrai qu'il a ordonné et autorisé peut-être la construction des stades, mais c'est d'abord le peuple ivoirien pour l'hospitalité, l'équipe pour sa participation victorieuse. Le comité d'organisation qui a organisé une compétition quasi parfaite et également la CAF, Confédération africaine de football, qui a supervisé tout ce qui a été fait. Et je n'oublierai pas, entre ceux qui montent, le Sénégal à travers son conseil constitutionnel, ça prouve qu'il y a quand même encore des institutions fortes sur le continent. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Je vous remercie également, Achille Roussou. Vous êtes les deux débatteurs de cette émission, Les Grandes Contradictions. Mesdames et messieurs, et c'est définitivement terminé pour le compte de ce vendredi 16 février 2024. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, portez-vous bien. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Les Grandes Contradictions. Les Grandes Contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Roussou. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.